On n'est pas assez à la hauteur de nos ancêtres. Et Éric Zemmour, sa famille est issue de l'Algérie. On voit bien que ce gars-là, sur le plan psychiatrique, il a un problème. Il a un problème avec l'Algérie. Nous sommes des gens à fort caractère, dignes, fiers, mais il y a quand même des règles fortes, je dirais, en humanité que nous respectons. Le cinéma est un outil de soft power, un outil fabuleux de soft power, pour raconter l'histoire, mais pas seulement. Pour raconter aussi ce que sont les Algériens d'aujourd'hui, l'histoire plus contemporaine, créer ces héros. Je ne sais pas si vous imaginez ces ressorts. Ces ressorts qui permettent à un peuple d'avoir la tête levée, toujours, et d'avancer. Monsieur Deriby, bonjour. Vous êtes le cofondateur du Conseil mondial de la diaspora algérienne, le CMDA du coup. Quel est son objectif et quel est l'intérêt, de cette association? Bonjour Célia, merci de votre invitation. Le Conseil mondial de la diaspora algérienne a été créé pour fédérer la diaspora algérienne, comme le terme l'indique, où qu'elle se trouve, et faire en sorte que des synergies se mettent en place entre les membres de cette diaspora, des femmes et des hommes qui souvent ont des parcours exceptionnels, individuels. Et donc notre volonté, c'était de les réunir, créer un réseau qui puisse renforcer la diaspora là où elle se trouve, mais qui puisse aussi faire en sorte que cette diaspora soit utile au pays, d'origine, l'Algérie, notamment en termes de développement économique et d'investissement. Donc parce qu'on a des gens qui, ont acquis, par leur parcours, une expérience, une expertise, des compétences, souvent ont pris des initiatives, ont créé des entreprises qui fonctionnent, qui marchent, et notre idée, c'était de dire: «Il faut qu'on crée un pont entre, je dirais les pays où se trouve la diaspora, la France, le Canada, les États-Unis, le Moyen-Orient, l'Europe en général, et l'Algérie, qui connaît un grand boom, de développement économique, notamment avec la nouvelle législation, la volonté du président Tebboune de faire des appels et de lancer des appels réguliers à la diaspora. Tout ça converge et nous a amené à créer un conseil mondial de la diaspora algérienne pour fédérer, toutes ces femmes et tous ces hommes qui, ont beaucoup de choses en commun en réalité. Donc notre histoire, nos racines, notre attachement à l'Algérie, on a un lien affectif, et il faut transformer ce lien affectif, je dirais en lien, économique, culturel, il y a tellement de choses à faire, hein. Au fil des événements que vous avez organisés, est-ce que vous avez vu une nouvelle, sensibilité au niveau, des attentes? Non, la diaspora a évolué. On a eu dans l'histoire de l'immigration algérienne, plusieurs phases. Heu, nos grands-parents sont venus en Europe principalement pour travailler. Ils ont servi de main-d'œuvre. C'est des gens souvent de conditions très modestes, qui ont été des ouvriers, qui ont répondu aux besoins économiques du pays d'accueil. Et puis derrière, on a des enfants qui ont fait des études, qui ont gravi les échelons dans la société dans laquelle ils sont nés, et qui, ont envie, à la fois d'être utiles, là où ils se trouvent, dans le pays dans lequel ils se trouvent, mais utiles aussi à l'Algérie. Comme je le dis souvent, c'est être plus fort là où on se trouve en tant que diaspora, et être utile, à l'Algérie, et c'est un peu notre leitmotiv et la démarche qu'on engage. Alors, du temps de nos parents, on avait l'Amicale des Algériens qui fédérait l'immigration avec, des rassemblements, des événements culturels, historiques. On commémorait des dates importantes, historiques. Le 17 octobre 61 vient de passer. Prochainement, on va avoir le 1er novembre 54. C'est les 71 ans du déclenchement de la guerre de Révolution. Euh, donc, ces éléments-là sont des éléments fondateurs de notre immigration à travers l'amicale et la manière dont elle se réunissait. Aujourd'hui, il faut s'appuyer sur l'histoire et il faut maintenir ce travail de mémoire et de transmission, mais il faut aller au-delà. Ça veut dire qu'il faut tracer des perspectives d'avenir, sans complexe, parce qu'on a encore une fois des gens qui ont la capacité de rayonner là où ils sont, et puis d'apporter humblement, hein, parce qu'il faut le dire avec beaucoup d'humilité, l'Algérie n'attend pas sa diaspora pour se développer, mais il faut avoir une détermination, une persévérance aussi, à être utile à l'Algérie, et je crois qu'il y a une volonté commune des femmes et des hommes de la diaspora.
moi je le sens dans tous les événements, ils attendaient donc une structure qui puisse les fédérer, les réunir, les rassembler, leur permettre d'être connectés, partout où on se trouve, quelle que soit la société. C'est le réseau qui fait la différence souvent. C'est le réseau qui donne de la puissance collective. On peut être brillant individuellement, on peut avoir de très beaux parcours, comme on dit l'adage, donc tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et là, l'idée, c'est de passer vraiment donc à l'étape supérieure collectivement. Donc, que peuvent faire les Algériennes et les Algériens de nationalité, d'origine, donc pour, être plus forts là où ils se trouvent et être utiles à l'Algérie. C'est ça le défi qui se présente à nous aujourd'hui. Qu'est-ce que ça a rapporté ces événements aux membres de la diaspora? C'est plus au niveau des conseils et le fait de les réunir? Beh, ça fait 18 mois que le CMDA, Conseil mondial de la diaspora algérienne, existe. On a mis en place des masterclass avec des experts algériens qui sont venus à la rencontre de la diaspora, là où elle se trouvait, pour expliquer quel est le cadre législatif, quels sont les codes aussi, heu évoquer l'écosystème, donc algérien sur le plan économique. C'est bien beau de vouloir investir, mais il faut le faire aussi en adéquation avec, le contexte, avec la législation, les outils qui se présentent. Et encore une fois, je le disais tout à l'heure, la législation algérienne aujourd'hui, elle est, plutôt, favorable aux investissements. On veut faire du made in Algeria de l'autre côté de la Méditerranée. On veut, fabriquer algérien. Donc, notre pays, l'Algérie, a, pour 95 de ses besoins, une politique d'importation jusqu'à présent, hors hydrocarbures, j'entends. Donc le défi, c'est faire du made in Algeria dans tous les domaines, industriels, agroalimentaires, parce qu'il y a un potentiel énorme dans le pays. Les matières premières existent. On parle du gaz et du pétrole. L'Algérie est la 7e puissance gazière, la 17e puissance pétrolière au monde. C'est le plus grand pays du continent africain, le 10e plus grand pays au monde. Donc, il y a une démographie qui est exceptionnelle. On a 70% des Algériens qui ont moins de 35 ans, 1 800 000 étudiants algériens à l'université, 98% des petits Algériens qui sont à l'école élémentaire, qui représentent l'avenir du pays, la 24e puissance militaire. Quand je dis tout ça, c'est pour dire que l'Algérie, elle a des potentialités à la fois en ressources humaines, mais aussi par son sol, son sous-sol. Je ne vais pas parler du fer, du zinc, du phosphate, qui est exceptionnel. On peut être un des plus grands pays au monde en réalité. Donc, si on travaille ensemble, si on s'appuie sur les dispositifs législatifs qui ont été mis en place, le président Tebboune a permis, sur le plan de l'agriculture, je vais prendre cet exemple, de pouvoir disposer du foncier pour 99 ans. Donc, il a donné instruction aux banques algériennes, banques publiques, de pouvoir prêter pour des projets ambitieux en termes d'investissement. On a la digitalisation aussi de l'administration. On sait qu'il y a une bureaucratie en Algérie qui a souvent découragé les entrepreneurs. On ne va pas se raconter d'histoire. Donc, et là, le président a lancé un plan de digitalisation, de numérisation de l'administration. On crée son entreprise en Algérie aujourd'hui, allez, sans être marseillais, sans exagérer, en 8 jours. Donc, avant, on mettait peut-être 1 mois, 2 mois. Donc, aujourd'hui, en 8 jours, vous avez un extrait administratif, un nom au CNRC, je crois que ça s'appelle comme ça, pour pouvoir créer votre activité économique. Il y a une démarche aussi qui a été faite pour les jeunes, pour l'auto-entrepreneuriat. Donc, ça bouge en Algérie. Donc, je sais bien que certains veulent regarder le verre à moitié vide et sont souvent dans la critique, dans l'insatisfaction permanente. Moi, je fais partie de ceux qui veulent regarder le verre à moitié plein parce que les choses avancent. Et il faut aussi dire ce qui avance positivement. Vous avez quitté CNews, récemment, une chaîne pour laquelle vous intervenez depuis, 2018, anciennement iTélé. Est-ce que c'est un rapport avec votre implication dans la diaspora algérienne ou est-ce que c'est un choix personnel? Non, il y a aucun lien entre ma décision, donc de mettre fin à ma collaboration avec CNews et mes engagements, j'ai envie de dire, à la fois professionnels, personnels, militants, donc notamment sur les enjeux de la diaspora. Parce que je rappelle quand même, pour ceux qui suivent notre podcast, que mon investissement, au sein de la diaspora n'est pas un investissement, je dirais, intéressé. Moi, je suis un chef d'entreprise, j'ai une boîte de conseil, de relations publiques, de communication qui fonctionne très bien, qui ne travaille pas avec, et qui n'est pas en lien avec l'Algérie. Elle est basée en France. Donc et si j'ai décidé d'être fondateur du Conseil mondial de la diaspora algérienne, donc c'est parce que ça me tenait à cœur d'être utile, encore une fois, à une œuvre plus collective, à aider les jeunes générations à se retrouver, à se réunir, à se rassembler, à faire corps aussi avec notre communauté
communauté d'origine et puis à être utile au pays. Donc, mais personnellement, je n'ai rien à y gagner, je n'ai aucun intérêt, donc je fais plus de politique, ça c'est quelque chose qui a été réglé depuis quelques années. Je suis un acteur économique, mais qui n'a pas de, je dirais, d'enjeu avec l'Algérie directement. Donc, et d'ailleurs, je n'ai pas pris de responsabilité au sein du Conseil mondial de la diaspora algérienne. J'en suis le fondateur. Il y a une équipe dirigeante avec une présidente, Farida Rezali, que je salue, qui fait un travail remarquable avec celles et ceux qui l'entourent. Et je suis là pour être utile à la démarche, que les choses soient claires et soient dites. Parce que c'est vrai qu'on a aussi souvent dans notre communauté la capacité à avoir des forces de nuisance, de jalousie, des gens qui sont là pour critiquer. Vous savez, quand on est dans l'action, on n'a pas le temps de critiquer. On n'a pas le temps de regarder ce qui se passe ailleurs. On n'a pas le temps je dirais, d'être dans une forme de compétition stérile avec ceux qui prennent des initiatives. Au contraire, moi, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'homme d'action, je salue toujours ceux qui agissent. Donc, je les salue parce que c'est jamais facile d'agir. Donc, mais il faut des femmes et des hommes qui soient engagés et prennent des initiatives. Donc, en ce sens, moi, j'ai une activité qui est plutôt militante avec la diaspora. Donc, au service de la relation France-Algérie. Je considère qu'on est dans un contexte, je pense qu'on va en parler, où certains veulent ériger des murs. Je pense que notre devoir à nous, c'est de construire des ponts, plus que jamais. Parce qu'on a une relation qui est certes douloureuse par l'histoire entre la France et l'Algérie, mais il faut que, tout en reconnaissant l'histoire dans sa globalité, et c'est une exigence algérienne qui est tout à fait légitime, mais il faut aussi qu'on se projette dans l'avenir. Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Comment on nous, j'ai envie de dire, des relations de confiance, de respect, d'égal à égal, pour expliquer que l'histoire douloureuse, une fois qu'on l'a reconnue, donc les relations ne peuvent plus s'étayer donc sur cette base-là. Il n'y a pas un pays dominant et un pays dominé. Ce temps-là est révolu que l'Algérie est un grand pays souverain, indépendant. La France doit le comprendre, les dirigeants français doivent le comprendre, et nous devons être, nous, quelque part, les acteurs de ces clés de compréhension. On doit le dire, parce qu'on est 100% français, mais on est aussi 100% algérien. Vous savez, c'est Charles Aznavour qui disait: «Je suis 100% français, 100% arménien». On l'accepte pour d'autres communautés, il va falloir qu'il accepte pour nous aussi, du côté français, et qu'il cesse d'évoquer le communautarisme quand, les Algériens se retrouvent. Il y a pas de communautarisme. Je pense que d'ailleurs que nous sommes les moins communautaristes. Nous sommes fiers d'être algériens, donc et nous avons ce droit, comme nous sommes fiers d'être français. Il y a pas d'incompatibilité. Tu vois? Sur la question identitaire, je pense qu'il faut qu'à un moment donné, on règle les choses une bonne fois pour toutes. Donc, parce que certains essaient de créer aussi des divisions et des tensions là-dessus. Est-ce que vous êtes français? Est-ce que vous êtes algérien? Ben, on est les 2. On est les 2. Donc et on choisit pas où on est né, on choisit pas, quelque part, les conditions dans lesquelles on a grandi, et il faut qu'on en fasse un acquis, il faut qu'on en fasse un atout. Je veux dire, sinon, ça crée des troubles psychologiques. On le voit bien, il y a des gens qui ont un lien avec l'Algérie. Si vous prenez Éric Zemmour, sa famille est issue de l'Algérie, on voit bien que ce gars-là, sur le plan psychiatrique, il a un problème. Il a un problème avec l'Algérie. Donc il est dans une forme de rancœur maladive, de haine de l'Algérie. Alors que il faut tirer, j'allais dire, en toutes circonstances, le meilleur de son histoire familiale, personnelle, même si les choses n'ont pas toujours été faciles. Donc nous sommes des Franco-Algériens, encore une fois, hein, 100% français, 100% algériens, et nous devons être utiles à la relation entre les 2 pays. Quand certains jettent de l'huile sur le feu, créent des tensions, nous, il faut qu'on fasse partie des voies de l'apaisement. Mais encore une fois, pas dans une posture béni oui-oui, il faut dire les choses. Quand il a fallu dire que Retailleau avait une posture inacceptable, j'ai été le premier à le dire. Parce qu'effectivement, il avait une posture algérophobe qu'on ne pouvait pas accepter. Et on le dit d'autant plus avec de la force qu'on le dit en tant que Français. Algérien, mais français aussi. Donc on lui dit en tant que citoyen français. Et on doit s'exprimer aussi dans les urnes pour dire les politiques que l'on veut, mais aussi les politiques que l'on ne veut pas. Il fait partie des gens qu'on ne veut pas, que nous ne voulons pas. Votre engagement pour l'Algérie est perçu comme, récent pour certains. Pourquoi maintenant et quel a été le déclic? Je ne sais pas s'il est perçu comme récent pour certains. D'abord, je ne sais pas qui est certain. Mon engagement, moi, il a toujours été. Donc,
Moi, j'étais conseiller du ministre de l'Intérieur, c'était Jean-Pierre Chevènement, j'avais 30 ans, le temps passe vite, mais je suis venu, en Algérie en tant que conseiller du ministre de l'Intérieur, déjà à l'époque, pour nouer des relations fortes entre, le ministère de l'Intérieur algérien et le ministère de l'Intérieur français à l'époque. Ensuite, j'ai créé, un club d'affaires, d'entrepreneurs qui s'appelait l'Agora des dirigeants France-Algérie, avec des dirigeants algériens et des dirigeants français. Ensuite, j'ai été le directeur du groupe SNCF, donc sur la plaque Tunisie-Algérie. Donc je venais en Algérie quasiment, tous les 10 jours pour nouer des relations sur le plan de la coopération ferroviaire. Donc ceux qui pensent que ma relation à l'Algérie est récente ou mon engagement à l'Algérie est récent ne connaissent pas mon parcours. Donc je les en excuse, évidemment. Mais la réalité, c'est que moi, j'ai toujours eu une relation très forte, sans parler de mes parents, de mes grands-parents. Moi, j'ai un grand-père qui est natif de Henchla, d'autres grands-parents qui sont de Petite Kabylie, donc mon père qui est né à Skikda, des cousins qui sont à Oued-Souf. Moi, je suis algérien. Je peux pas être régionaliste, même si je suis, un vrai berbère, parce que je suis, kabyle et chaoui, par mes racines et mes origines, mais je suis algérien avant tout et ce que je veux que nous fassions, c'est que nous soyons je dirais les représentants, d'une Algérie, forte, d'une Algérie, grande, d'une Algérie ambitieuse. Et nous avons ce devoir. Et encore une fois, sans être dans une forme de conflit identitaire, il y a pas d'incompatibilité à être là, utile à l'Algérie, à investir, à entreprendre, à y venir régulièrement, à garder des liens très forts, très puissants, et à être les ambassadeurs aussi à l'étranger face aux fake news, et aux gens qui, sont dans une posture, anti-algérienne. Il y en a, soyons pas naïfs, il y en a. Il y a quand même des gens qui jalousent l'Algérie pour ses richesses, pour son potentiel, pour son positionnement géostratégique. L'Algérie est, je dirais, un grand pays, du bassin méditerranéen, mais c'était aussi un grand pays du continent africain et on va certainement en parler, mais l'avenir dans les relations géopolitiques va se situer aussi sur ce grand continent africain où on a 1,5 milliard d'habitants aujourd'hui, dans 20 ans, 25 ans, on aura 2,5 milliards d'habitants, sur le continent africain. Continent le plus riche au monde de par ses matières premières. L'Algérie est un des acteurs phares de ce continent. Donc évidemment que l'Algérie est jalousée, enviée, épiée, regardée, voire, certains ont peut-être des velléités à vouloir déstabiliser l'Algérie, qui a 7 frontières, faut-il le rappeler, qui représentent à peu près, 7 000 kilomètres. C'est énormissime. Et nous sommes et nous devons être des acteurs du diplomatie de la société civile. Vous savez, je dis souvent que dans le rapport géopolitique entre les nations aujourd'hui, il y a les enjeux, énergétiques. On voit bien pourquoi les États-Unis sont allés déstabiliser l'Irak, et créer, des guerres et des chaos, là où il y a des matières premières fortes et notamment les hydrocarbures et les énergies fossiles. Il y a, 2e axe qui est la puissance militaire, qui est une force de dissuasion. Si l'Algérie est forte sur le plan militaire, c'est pas pour agresser. L'Algérie n'a jamais été un pays agresseur. C'est pour se défendre au cas où on l'attaquerait. Donc c'est une force de dissuasion, la puissance militaire. L'Algérie est la 24e puissance militaire au monde. Et puis, vous avez un 3e volet aujourd'hui dans les relations géopolitiques qui est, je dirais, je vais employer un terme, qui sera bien compris, j'espère, la guerre communicationnelle, le soft power, la guerre d'influence. Et sur ce 3e axe, nous avons un rôle à jouer. Nous avons un rôle à jouer parce que si on laisse nos détracteurs parler de l'Algérie négativement, on va courir derrière une communication négative pour se justifier et pour corriger, les mensonges et les contre-vérités, qui sont dites sur l'Algérie. Or, nous devons être à l'impulsion d'une stratégie de communication qui dit ce qu'est l'Algérie, sans mentir, sans embellir les choses, dire ce qu'est l'Algérie. Et on a tellement d'atouts qu'il faut savoir le dire. Personne ne le dira à notre place. Donc là, sur ce 3e axe, donc d'une diplomatie de la société civile, d'une diplomatie de l'influence, la diaspora a un rôle crucial à jouer. Donc il faut que nous soyons au rendez-vous. En parlant des chiffres qui sont faussés, et du rapport parlementaire qui a été fait, récemment. Vous parlez du rapport sur les accords de 1968 qui coûterait 2 milliards à la France. D'abord ces accords de 1968, ont été, amendés à 3 reprises dans les années 80, dans les années 90, dans les années 2000. Donc c'est plus les accords de 68. C'est pas sérieux de dire ce que ça coûte quand on ne dit pas ce que les Algériens rapportent. Et les Algériens aujourd'hui en situation régulière qui travaillent
travaillent, qui sont chefs d'entreprise, cotisent, paient des impôts, rapportent à la France, créent des richesses, créent des emplois. Les Algériens qui ne sont pas chefs d'entreprise, qui sont en situation régulière, qui travaillent, eux aussi, contribuent, au système, économique et social français et sont des consommateurs qui font tourner l'économie française. Donc encore une fois, on est sur une approche qui est une approche erronée, donc sur cette question. On dit ce que ça coûte, on ne dit pas ce que ça rapporte. Il faut être honnête intellectuellement. On a trop de parlementaires aujourd'hui, soit incompétents, soit malhonnêtes intellectuellement et qui veulent, faire croire, ce qui n'existe pas. Prenez par exemple le coût, médical, que des Algériens, qui viennent se faire soigner en France. On a expliqué que ça coûtait des dizaines, des centaines de millions d'euros. C'est faux. L'Algérie rembourse. Donc il y a un accord entre la France et l'Algérie. Quand un Algérien vient se faire soigner en France, la prise en charge est algérienne. Donc et à ce jour, l'Algérie n'a pas de dette sur cette prise en charge-là. Elle paye ses dettes, comme il se doit à la France pour, ses ressortissants qui vont se faire soigner en France, comme c'est le cas aussi dans d'autres pays. Mais certains ont voulu faire croire qu'avec une forme de, je dirais, de posture, mensongère et mal intentionnée, que l'Algérie était redevable, de sommes d'argent à la France. Pas du tout. Autre sujet, l'aide au développement. On a fait croire que la France contribuait, comme elle le fait avec certains pays d'Afrique, qui vont pas bien économiquement, qui ont des difficultés, à l'aide au développement de l'Algérie. Mais l'Algérie ne bénéficie d'aucune aide au développement. L'Algérie n'en a pas besoin. L'Algérie est un pays qui n'a pas de dette. Donc la France a 3 000 milliards de dettes. Quand vous avez 3 000 milliards de dettes, vous ne pouvez pas prétendument expliquer que vous allez aider un pays qui n'a pas de dette. Il y a une forme de prétention, je dirais, néocoloniale, qu'il faut qu'on sorte de ces absurdités. Je veux dire, l'Algérie n'a pas de dette et l'aide au développement dont certains parlent, c'est en réalité une subvention qui est apportée aux institutions françaises, qui accueillent des étudiants algériens. Mais c'est pour l'institution française, qui d'ailleurs, souvent, utilise après ces étudiants algériens formés. Prenez la question de la médecine, de la santé. On a 15 000, 16 000 médecins algériens en France. Ouais, certes, certains ont fait leurs études en France, en tout cas, les ont poursuivis. S'ils ont eu un cursus de formation en Algérie à la base, ils ont poursuivi leurs études en France. Mais une fois que les études sont terminées, ils exercent où? Pour qui? Pour quel compte? Pour l'hôpital français, donc, pour l'immense majorité. Donc, cet investissement pour l'université française qui accueille des étudiants algériens, il bénéficie à la France à l'arrivée. Idem pour la subvention qui est attribuée à l'Institut culturel français à Alger. C'est l'Institut culturel français. Mais l'Algérie ne bénéficie d'aucune aide au développement. Elle n'en a pas et elle n'en a pas besoin. Et d'ailleurs, si la France était tentée d'attribuer une aide au développement à l'Algérie, l'Algérie, par dignité, par fierté, elle expliquerait qu'elle n'en a pas besoin. Donc la colonisation, c'est terminé, hein. Je veux dire, donc il y en a certains qui semblent l'oublier. L'Algérie est un pays indépendant, souverain. Il faut parler d'égal à égal à l'Algérie. Donc sinon, on n'aura pas de bonnes relations. On sera toujours dans une relation de crispation. Donc il faut passer du stade de la domination au stade de la coopération, du partenariat. Et c'est ce qui va se passer quand, on a vu que le nouveau gouvernement Lecornu 2, avait, donc sorti Retailleau, qui était le ministre des Tensions, donc le ministre je dirais de la néocolonisation. On a Laurent Nunez qui est le ministre de la coopération, qui était un ministre de l'intérieur français qui veut travailler avec l'Algérie, qui reconnaît l'importance, d'avoir des liens avec l'Algérie sur le plan sécuritaire. Donc voilà quelqu'un qui respecte l'Algérie et là, il est possible de renouer des liens sur cette base-là. Avec Retailleau, c'est impossible. Est-ce que pour vous, du coup, les relations vont, aller de bon train maintenant que c'est lui qui a cette fonction-là? Ah, moi, je vois d'un très bon œil l'arrivée au gouvernement, français, au poste de ministre de l'intérieur de Laurent Nunez, qui est un haut fonctionnaire français, qui a occupé des responsabilités importantes au cours de ces 20 dernières années. Personnellement, je l'ai connu lorsqu'il était préfet de police à Marseille. J'étais parlementaire européen à l'époque. Donc, c'est un homme, qui connaît très bien ses dossiers, qui est très compétent sur le plan technique, qui ne politisera pas la relation entre la France et l'Algérie, qui ne se prendra pas pour le ministre des Affaires étrangères, et qui fera tout pour nouer une relation, je dirais positive, de coopération entre la France et l'Algérie sur le plan sécuritaire. Mais il ne le fera pas pour faire plaisir aux Algériens, il le fera parce qu'il sait que c'est utile à la France. Quand vous êtes un haut fonctionnaire, quand vous êtes un patriote français comme certains se définissent, c'est que vous voulez du bien à votre pays. Si vous voulez du bien à votre pays, vous voulez travailler avec des gens et avec des pays qui sont importants pour le bien de votre pays, pour l'intérêt général. Donc l'Algérie, sur le plan sécuritaire, est un pays incontournable pour la France.
Et d'ailleurs, pas que sur le plan sécuritaire. C'est peut-être par là qu'on va réamorcer des relations, donc de service à service, pour lutter contre le terrorisme, pour être vigilant, pour, peut-être, aussi anticiper, sur les évolutions, à risque. Donc l'Algérie et la France ont toujours travaillé sur le plan sécuritaire. Depuis que Retailleau est au gouvernement, cette, collaboration a été mise à mal. Il faut la reprendre et derrière la collaboration sur le plan sécuritaire peut se réenclencher une collaboration sur le plan économique. Là aussi, la France, donc vendait, du blé à l'Algérie. L'Algérie importait, du blé français à hauteur de 1 milliard par an. Quand il y a eu les tensions, créées par monsieur Retailleau, entre la France et l'Algérie, encore une fois, en tant que pays libre, se voit a dit: «Bah, vous nous insultez, vous tentez de ne pas nous respecter, c'est fini. Le blé, on va l'acheter à un autre pays». Je crois que le blé algérien vient de Russie aujourd'hui. C'est 1 milliard de pertes pour l'économie française et des exemples comme ça, je pourrais en donner d'autres. Alors, est-ce que c'est l'intérêt de la France de mettre en place un pseudo rapport de force qui n'en est pas? Je veux dire, c'est pas avec quelques visas en moins que vous allez faire pression à l'Algérie. Je veux dire, l'Algérie, elle s'entend super bien aujourd'hui avec l'Italie, avec l'Espagne, avec la Belgique, avec la Slovénie. Il y a si ça passe pas par la France, ça passera par les autres pays, de l'Union européenne. Donc il faut qu'à un moment donné, les Français, fassent preuve d'humilité, cessent cette arrogance, presque historique. Et d'ailleurs, les relations sont mauvaises, pas simplement avec l'Algérie, donc elles sont mauvaises avec tous les pays du continent africain. La France a été chassée pays après pays du continent africain. Il faut s'interroger. Quand vous avez un problème avec un seul pays, bon, c'est discutable, vous dites, qui a tort, qui a raison. Mais quand vous avez des problèmes avec l'ensemble des pays d'un continent, vous devez vous interroger sur votre posture, sur les mots que vous utilisez et sur les actes que vous posez. Si vous vous interrogez pas, ben, vous vous affaiblissez et ça me fait pas plaisir de dire ça. Parce que moi, j'ai envie d'avoir une France qui rayonne, avec une Algérie qui rayonne et une relation France-Algérie positive, et qui nous permette à tous de nous y retrouver. Mais il faut le faire avec des femmes et des hommes de bonne volonté. Donc et je pense que Laurent Nunez fait partie de cela. Donc et je suis assez optimiste, sur le réenclenchement des relations, avec des voies, qui sont celles de l'apaisement. Quelle autre figure politique vous voyez pour, justement, apaiser les tensions entre l'Algérie et la France? Est-ce que vous voyez, un autre membre issu du gouvernement ou un membre issu de la diaspora ou autre? Bon, déjà, moi, je pense que le président Macron devrait, hem, donc recontacter le président Tebboune pour lui expliquer que le gouvernement, le CONU-2, tel qu'il a été constitué, sera un gouvernement qui fera tout, pour, renouer des relations, normales, positives entre la France et l'Algérie. Je pense qu'il y a un geste qui doit être fait de la part du président Macron auprès du président Tebboune. C'est à ce niveau-là aussi que les choses doivent se traiter, hein. Donc on a 2 grands pays qui doivent, se reconnecter par la voix de leurs présidents, respectifs. Ensuite, il y a le ministre des Affaires étrangères, qui doit, là aussi réenclencher Jean-Noël Barrot avec, monsieur Attaf, donc des relations diplomatiques, et puis, on l'a dit, il y a d'autres ministres derrière, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, mais pas que. Il y a un ministre, peut-être aussi de la coopération économique, qui doit, retravailler avec les acteurs économiques des 2 rives de la Méditerranée. Voilà, donc mais il faut que ça se fasse donc en ne niant pas les sujets de tension, mais il y en a, donc il y en a, je veux dire, donc on va pas le nier. Heu Vous avez l'affaire Amir DZ là, qui a été inventée par Retailleau, cette affaire, elle est insupportable. Elle accuse des diplomates algériens, donc à un moment donné, la France doit cesser d'accuser des diplomates algériens. Il y a des règles en diplomatie, donc il faut les respecter. Ensuite, quand vous mettez des gens, en situation irrégulière dans l'avion, sans obtenir des laissez-passer consulaires, sans contacter, les organisations consulaires algériennes, vous ne respectez pas l'Algérie, vous ne respectez pas les conventions qui ont été signées à la fois internationales, mais aussi bilatérales entre la France et l'Algérie. Donc il faut cesser là aussi ces comportements, irrespectueux, intempestifs, je dirais improvisés. Il faut respecter les conventions qui sont signées, et sur cette base-là, les relations vont redevenir normales. L'Algérie peut, se réengager, comme elle l'avait fait d'ailleurs, hein, à reprendre un certain nombre de ses ressortissants qui ne sont pas en situation régulière en France. Et on peut comprendre que la France ne veuille pas garder des ressortissants algériens en situation régulière. C'est le droit souverain français, comme l'Algérie certainement, veut expulser des gens, qui sont sur son sol et qui n'ont pas le droit de l'être. Donc ça, c'est le droit souverain de tous les pays. Mais encore une fois, il y a des manières de faire.
il y a des règles à respecter, il y a des processus qui ont été actés par des conventions, à la fois internationales et des relations bilatérales. La France, ces derniers mois, avec Retailleau, a passé outre le respect de ces règles-là. Donc si la France se réengage à respecter les processus, les règles, les conventions, de tous ordres, l'Algérie est un pays, encore une fois, qui n'est pas un pays qui cherche le conflit. Donc depuis 1962, que l'Algérie est un pays indépendant, libre, souverain. Est-ce que l'Algérie est allée chercher des noises, pour utiliser une expression un peu triviale, à un autre pays? Jamais. L'Algérie ne fait pas état d'ingérence. On ne se mêle pas de la politique, d'autres pays. Donc elle est respectueuse de l'autodétermination des peuples, de la souveraineté des peuples. Elle demande qu'il en soit de même pour elle. Après, c'est vrai que sur la scène internationale, on a toujours défendu, donc des postures et des principes clairs, forts. Refus de la colonisation, donc refus, je dirais de l'ingérence, toujours en faveur de l'autodétermination des peuples, donc les peuples doivent disposer d'eux-mêmes, disposer je dirais de l'avenir qu'ils souhaitent, pour leur territoire. Donc l'Algérie, là, elle n'a jamais changé d'un iota. C'est le pays, qu'on a appelé la Mecque des révolutionnaires. Ils sont tous passés par l'Algérie. Je veux dire, de qui a reconnu l'État de Palestine? Le premier, le 15 novembre 1988. C'est l'Algérie qui a ouvert la voie. Et derrière cette reconnaissance, le 15 novembre 1988, donc de l'État palestinien, avec Arafat qui était venu donc à Alger, d'autres pays ont enclenché cette reconnaissance. Donc l'Algérie est moteur, je dirais, dans le respect des règles internationales, dans le respect du droit international. Elle ne sera jamais le pays qui bafouera le droit international. Il faut quand même se le dire. Donc on traite les Algériens, on nous regarde comme des gens, je dirais sanguin, donc fier, un peu guerrier. Non, non, l'Algérie, elle est guerrière quand on l'attaque. Les Algériens, ont été des résistants, des guerriers quand on a voulu, les occuper, quand on a voulu les dominer. Mais en dehors de ça, nous ne sommes pas comme cela. Nous sommes, des gens à fort caractère, dignes, fiers, mais il y a quand même des règles donc fortes, je dirais en humanité que nous respectons. Et si on a Mandela qui, a regardé du côté de l'Algérie pour organiser sa révolution en Afrique du Sud, donc si on a Che Guevara qui est venu à l'époque, donc en Algérie, si on a tous ces grands révolutionnaires à l'échelle de la planète, si on a des Frantz Fanon, martiniquais, psychiatre, qui est arrivé, en Algérie et qui a épousé la cause révolutionnaire des résistants algériens, c'est que cette cause, elle était juste, elle était grande, elle était noble, donc et elle était partagée, à l'échelle de la planète. Donc voilà, il faut dire ce qu'est l'Algérie. Donc et si certains ne veulent pas le reconnaître, notre rôle à nous, c'est de le rappeler avec humilité, mais avec vérité. Est-ce que pour vous, du coup, la réconciliation ne passerait pas justement par la reconnaissance des mémoires? À la reconnaissance mémorielle, c'est un sujet qui est majeur. Je veux dire et encore une fois, je pense que la France, elle fait fausse route. Quand, elle a du mal à reconnaître l'histoire dans sa globalité, je veux dire, c'est comme si elle disait aux Français d'aujourd'hui: «Vous êtes responsables, de la colonisation d'hier». Mais les Français d'aujourd'hui ne sont en rien responsables de la colonisation, de leurs aïeux, en tout cas de certains de leurs aïeux. Parce que là aussi, soyons clairs, tous les Français n'étaient pas des colons. Donc et moi j'aime rappeler qu'il y a des Français qui se sont mis du côté des Algériens, au moment de la lutte pour l'indépendance. Il y a des Français, qui ont été exécutés. Si, nous sommes à proximité de la place Odun, au moment où nous nous parlons, parce que nous sommes à Alger, la place Odun, c'est Maurice Audin. Maurice Audin, c'était un résistant français aux côtés des résistants algériens. Il y en a eu d'autres. Il y a des femmes, il y a des hommes, donc à la fois ici en Algérie, mais aussi de l'autre côté en France. Il y a de qui ont servi, donc la révolution, et la résistance algérienne. Donc ne généralisons pas, n'essentialisons pas le peuple de France. Il y avait des femmes et des hommes nombreux, des intellectuels aussi, qui étaient contre la colonisation, contre le système colonial. Mais il y avait des colons que les Algériens combattaient. Et j'aime la phrase de l'Arbi Ben Midi qui disait, le 20 août 56 au congrès de la Soumam, à ses amis, et ils étaient réunis, c'est un moment très, très fort pour la lutte, pour l'indépendance de l'Algérie, ce congrès de la Soumam, c'est un élément, fondateur. Heu, L'Arbi Ben Midi disait à ses collègues révolutionnaires: «Notre ennemi, ce n'est pas le français. Notre ennemi, c'est le colon. Le français
qui voudra rester en Algérie. Une fois que nous aurons obtenu notre indépendance, il pourra rester en Algérie. Et nous ne faisons pas la confusion entre le français et le colon. C'est le colon que l'Algérie a combattu. C'est la colonisation que l'Algérie a combattu. Il n'y a pas de sentiment anti-France quand on est algérien parce qu'on a affaire à un Français. Ça n'a pas de sens. Et c'est en opposition totale avec le tempérament algérien. Si un Français vient en vacances en Algérie aujourd'hui, en 2025, et s'il arrive en Algérie avec respect, avec sourire, avec bienveillance, il sera accueilli remarquablement bien. Et d'ailleurs, ça existe tous les jours. Tous les jours, on a des témoignages sur internet de Françaises et de Français qui reviennent, soit parce que leurs parents, grands-parents, donc ont une histoire en lien avec l'Algérie, soit parce qu'ils découvrent l'Algérie sans avoir aucune histoire avec. Ils sont à Oran, ils sont à Naba, ils sont à Tipaza, ils vont à Alger, ils vont à Tizi Ouzou, ils vont à Béjaïa, ils vont à Djanet, ils vont dans les Aurès, ils vont à Biskra et ces gens-là vous disent quand ils reviennent: «Mais les Algériens nous ont accueillis avec générosité». L'Algérien, il partage ce qu'il a. Et même quand il a peu, il partage. Et ça, c'est des choses qu'il faut qu'on remette, donc au goût du jour. Il faut qu'on rappelle ça. Parce que certains veulent jeter de l'huile sur le feu, encore aujourd'hui, créer une forme de nostalgie, d'une domination perdue, une forme de rancœur. Mais ça, c'était les partisans de l'OAS. Ceux-là, il faut les isoler. C'est ceux qui, à l'Assemblée nationale en 2005, de manière honteuse, Retailleau en faisait partie, ont voulu voter une loi sur les bienfaits de la colonisation. Mais ceux-là ne sont pas à la hauteur de la France, ceux-là. Ceux-là, ce sont les représentants d'une France étriquée, rabougrie, rétrécie. Il y a d'autres Français et c'est avec ceux-là qu'il faut faire et ces autres Français sont pour une France ouverte, universaliste, respectueuse de la souveraineté, de l'indépendance, contre la colonisation. Donc et la question mémorielle que vous posez, elle est centrale. Je ne comprends pas la difficulté des institutions françaises, des autorités françaises, des dirigeants français à dire: «La période coloniale a été ignoble». C'est une honte, c'est une page sombre, noire, donc de l'histoire, française et comme toute nation, l'histoire a des pages lumineuses pour la France. Elle a des pages aussi sombres et noires et les pages sombres et noires, c'est les pages de la colonisation, c'est la page de la colonisation, donc 132 ans. Quand ils sont arrivés en Algérie en 1830, il y avait 3 millions d'Algériens. 40 ans après, en 1870, il n'y en avait plus que 2 millions. Où est passé le million manquant? Ça s'appelle un génocide. Il faut commencer d'emblée à rappeler l'histoire, dans la relation entre la France et l'Algérie. Pourquoi la France est allée en Algérie? Parce que l'Algérie est un pays riche, parce que la France avait une dette, on parlait de dette tout à l'heure. 1830, il y avait une dette. Il y avait une dette, la France ne voulait pas payer ses dettes. La France allait très, très mal, donc elle perdait toutes les batailles en Europe sur le plan militaire. Donc Charles X, a décidé d'enclencher, et de créer un conflit. Avec, le Dey d'Alger, et quand on nous dit: «Mais l'Algérie n'existait pas», mais c'est sûr que l'Algérie existait. Et sous l'Empire ottoman, l'Algérie existait. Parce que je dirais l'occupation ottomane n'a rien à voir avec la colonisation, française. L'occupation ottomane, elle était respectueuse des us, des coutumes, des tribus, qui, existaient en Algérie et il y avait une représentation algérienne d'ailleurs, qui était en lien avec, les Ottomans, qui percevaient, il est vrai, les richesses, les récoltes algériennes, parce que c'était un empire effectivement dominant, à l'époque, hein, 300 ans de présence ottomane en Algérie, de 1512 environ à 1830 au moment où les Français sont arrivés. Donc, il ne faut pas qu'on raconte n'importe quoi. Il faut rappeler ce qu'est l'histoire. Il faut rappeler aussi que la grandeur de l'Algérie, qui était un pays qui a une histoire millénaire. Millénaire. Les Algériens ont toujours été, à un moment donné, présents avec des femmes, des hommes, des guerriers, des voix, des coutumes, des traditions, une langue, la Numidie, Jugurtha, Juba II, Massinissa, donc ce sont des Algériens. Donc et on a cette identité-là qui est forte et qui est plurielle. C'est d'ailleurs ça qui fait le tempérament algérien. Moi, je trouve qu'on devrait insister un petit peu plus sur ça. Quand vous voyez les Algériens, leur tempérament, même leur physique, certains ressemblent un peu à des Italiens, d'autres avec des Espagnols. C'est une force inouïe pour ce peuple. Donc, on a pris, j'ai envie de dire, presque le meilleur en gardant notre identité, en gardant notre identité, en gardant notre tempérament. Et c'est je dirais, ce melting pot qui fait la puissance de l'Algérien aujourd'hui, de l'Algérienne, pardonnez-moi. Donc il faut que nous soyons
capables de raconter notre histoire avec fierté, avec dignité, et que la France, dans cette histoire qui doit être racontée, reconnaisse donc l'ignominie de la colonisation. Hem, Nous n'en voudrons pas aux Français d'aujourd'hui. On n'a rien à voir là-dedans. Ça n'occultera pas notre volonté de coopération, ça ne la mettra pas à mal, ça ne nous empêchera pas, bien au contraire, à nous projeter de l'avenir. Vous savez, il y a un adage qui dit: «Pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient». Dans la relation France-Algérie, il faut savoir ce qu'a été la colonisation, les enfumades, les expropriations, les viols de villages, donc quand, il y a eu le débat en France sur Oradour-sur-Glane et que des historiens français, pas franco-algériens, ont dit: «Il y a eu des dizaines, des centaines d'Oradour-sur-Glane, donc en Algérie». Les Français avaient l'air de découvrir, cette réalité. Mais parce que à l'école, en France, on nous a menti. On n'a pas dit ce qu'était la colonisation. On n'a pas dit ce qu'ont été les horreurs de la colonisation. Et encore une fois, les horreurs de la colonisation commises par les colons, pas commises par tous les Français. Tu sais, nous, on sait faire la part des choses, on sait faire la distinction. Il faut que la France apprenne à le faire. La France, aujourd'hui, du 21e siècle, en 2025, qui défend, j'ai envie de dire, l'histoire, parce qu'elle ne veut pas reconnaître ce qu'ont fait les colons, c'est quelque part une France qui ne nie pas, je dirais, les horreurs de la colonisation. Et ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème d'adéquation avec les valeurs françaises. Parce que les valeurs françaises, donc, elles peuvent être très, très belles. Liberté, égalité, fraternité, laïcité, ce sont des valeurs de respect. Mais si on veut être fidèle à ces valeurs françaises, on doit reconnaître qu'à un moment donné, dans des pans de l'histoire, ces valeurs ont été violées, ont été abandonnées, ont été oubliées. Or, c'est pas ça que la France dit aujourd'hui. Elle préfère faire état d'oubli des pages de l'histoire. Et il ne faut pas se tromper d'oubli. Et c'est là où moi je dis et j'attends en tant que Français, d'origine algérienne, mais en tant que Français, et je pense qu'il y a d'autres Français qui ne sont pas d'origine algérienne, qui attendent que nous regardions notre histoire en face, avec ses ombres et ses lumières. Donc selon vous, concernant la question, de la gestion, mémorielle, est-ce qu'il manque un une action forte du président, actuel français? En fait, les présidents français sont beaucoup plus prolixes et offensifs sur la reconnaissance quand ils ne sont pas présidents. Et quand ils sont présidents, ils font état un peu d'amnésie. Je prends l'exemple d'Emmanuel Macron. Il est venu en campagne, en Algérie, souvenez-vous, c'était juste avant son élection en 2017, et il a dit que la France avait commis en Algérie des crimes contre l'humanité. Tout le monde s'était dit: «Ah, enfin, un président jeune qui va être capable de reconnaître l'histoire, en la regardant en face». Dès qu'il a été élu en 2017, certes, il y a eu de bonnes relations avec le président Tebboune. Ensuite, quand le président Tebboune est arrivé aux responsabilités en décembre 2019, on a senti qu'entre les 2 ans, il y avait de bonnes relations. Mais rapidement, Emmanuel Macron a été beaucoup moins offensif, beaucoup moins, je dirais, hem, heu, puissant sur la reconnaissance, de ce qui était attendu, légitimement du côté algérien. Et c'est d'ailleurs le président Tebboune et qui a œuvré pour la commission mixte, d'historiens franco-algériens, français et algériens. Qui est une commission d'historiens où on parle souvent de Benjamin Stora, il n'y a pas que lui, il y a des historiens algériens qui en font partie. Et c'est le président Tebboune qui a dit, au départ, avec Macron: «Il faut qu'il y ait une commission d'historiens». Il faut qu'il nous livre effectivement, pas une histoire, totalement partagée, elle ne sera jamais totalement partagée, mais il faut qu'il y ait une reconnaissance de l'histoire. Et puis, nous allons nous occuper, nous, président français-algérien, de la relation économique, de l'avenir. Mais il faut marcher sur 2 jambes. Je trouve que la démarche du président, Abdelmadjid Tebboune a été très intelligente à l'époque. Il ne voulait pas que ce soit les politiques qui traitent de l'histoire et de la question historique, parce qu'il savait que les politiques avaient autre chose à faire, c'est-à-dire, des relations économiques dynamiques, des coopérations géopolitiques, une relation, euro-africaine qui doit passer par l'axe France-Algérie. Donc le président, Tebboune avait une vision, de ce que les politiques de part et d'autre devaient faire, mais il souhaitait que nous avancions sur la question mémorielle. Et il s'est dit: «La meilleure manière, c'est que des gens légitimes puissent nous révéler la vérité». Et c'était effectivement, l'idée de cette commission, d'historiens. Force est de constater que d'abord cette commission d'historiens, il n'en est pas sorti grand-chose, parce que du côté français, les politiques ont freiné, les révélations. Alors que je pense que du côté de Benjamin Stora, il est tout à fait prêt, à dire la vérité de ce qui s'est passé. En tout cas, on peut l'y encourager. Mais là, encore une fois, je pense que
les candidats à la présidentielle sont beaucoup plus ouverts à la reconnaissance de l'histoire que, les gens une fois élus. Les gens une fois élus, je ne sais pas ce qui les freine, en réalité. Je pense qu'ils se trompent. Ils appréhendent mal le peuple de France. Je pense qu'ils pensent peut-être que les Français vont leur reprocher de reconnaître l'histoire, mais les Français, ils sont pas bêtes. Les Français, font la différence entre reconnaissance et repentance. Donc, on sait très bien qu'on n'attend pas que la France s'autoflagelle en disant matin, midi et soir, «Nous sommes un peuple méchant, nous sommes un peuple mauvais, nous avons été des horribles colonisateurs». C'est pas ce qu'on attend. Ce qu'on attend, c'est de dire: «Voilà, en tant que grand pays qui s'appelle la France, nous avons un devoir, reconnaître l'histoire». Reconnaître l'histoire par respect, pour les Français d'aujourd'hui, qui doivent aussi savoir ce que nous avons fait hier, avant-hier, et qui n'était pas, glorieux, loin de là, qui était même, honteux. Donc ça ne fait pas de la France un pays honteux. Ça ne fait pas de cette reconnaissance, je dirais, un sentiment anti-français. Ça ne fait pas de cette reconnaissance, je dirais, une démarche de repentance. Il faut distinguer reconnaissance et repentance. Moi, je suis pour la repentance d'aucun pays. Je suis pour la reconnaissance totale, pleine et entière de l'histoire. En l'occurrence, la France, là, elle le fait par petits pas. Regardez le 17 octobre 61, on a un communiqué timide pour dire effectivement que la France, a, en mémoire, que les Algériens ont disparu. Mais disons les choses. Le 17 octobre 61, il y avait, un pays, colonisateur, qui a émis, en France une interdiction, pour les Algériens de sortir entre 20 heures et 5 heures du matin. C'était une interdiction discriminatoire, au moment où les Algériens étaient tout à fait pacifiques, revendiquaient, leur liberté, l'autodétermination, la possibilité d'aller et de venir, des Algériens travailleurs, des Algériens modestes, des Algériens qui ne causaient aucun trouble. Et Maurice Papon, donc le sanguinaire Maurice Papon, qui, d'ailleurs au cours de la Deuxième Guerre mondiale a été un collabo, donc à l'Allemagne nazie, qu'il faut quand même rappeler les choses. C'est celui-là qui était préfet de police le 17 octobre 61 qui a ordonné à la police française de tirer à balles réelles, sans sommation, sur les milliers d'Algériens qui étaient sortis manifester pacifiquement et qui avaient pris le métro et qui se sont fait, massacrer, jeter dans la Seine par milliers. Et vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, on est en 2025 et on n'a pas une cérémonie officielle nationale. On a des maires, des collectivités locales, qui, font je dirais, des commémorations de recueillement, heureusement. J'étais présent à Besançon avec la mairesse de Besançon, Nesrine, Menaoura, qui est la maire de Besançon, d'origine algérienne, qui, a fait une commémoration. Et il y a d'autres maires qui en ont fait. Heureusement, la mairie de Paris en a fait. Mais on attend une reconnaissance officielle, nationale. Franchement, quand vous avez 30 000, 40 000 Algériens qui sortent manifester pacifiquement et sur lesquels on tire de manière, scandaleuse, je veux dire avec un massacre, on les jette dans la Seine, que honorer leur mémoire était minimum. C'est pas de la repentance, c'est de la reconnaissance. Ces actes-là sont des actes d'apaisement. On a toujours des oublis quand ça concerne la relation France-Algérie sur le plan historique. On a envie de rappeler, de tout dire, sur la période, d'occupation Allemagne en France, la résistance française et autres. Mais pourquoi nous ne faisons pas la même chose dans la relation France-Algérie? Il faut aller au bout, il faut aller au bout. Vous avez tout à l'heure évoqué la question, du soft power algérien. Selon vous, quelle est la manière de mettre en place, un soft power? Ah, moi, je crois qu'il est très important aujourd'hui pour l'Algérie d'aller dans la voie d'un soft power, algérien qui doit, indiquer très clairement, d'abord, ce qu'est l'Algérie, ce que sont les Algériens, mais aussi, faire rayonner l'Algérie par, la dimension culturelle, la dimension sportive, et je dirais la dimension touristique. Et le soft power, c'est un levier qui est utilisé par de nombreux pays, qui, ont fait parler d'eux.
en actionnant, une démarche d'influence, une démarche de communication, une démarche événementielle. Le Qatar est un des pays qui a mis en place une démarche de soft power très puissante. L'organisation de la coupe du monde de football qui est le, 2e événement planétaire après les jeux olympiques, donc au Qatar, dans un petit pays, donc de 2 millions d'habitants, avec simplement, 400 000 Qataris, faut-il le rappeler. Les Qataris sont 400 000, hein, sur la planète, hein, donc ce pays qui est tout petit, c'est 2 millions d'habitants. Ils ont organisé la coupe du monde de football. Donc ils organisent des grandes manifestations sportives, tournois, ATP, de tennis, donc Formule 1, et ils investissent aussi sur des événements à l'étranger. Donc moi je pense que l'Algérie pourrait organiser des grands événements sportifs de dimension internationale en son sein. Aujourd'hui, on a les infrastructures, on a les capacités hôtelières, donc on a tout ce qu'il faut. L'Algérie devrait aussi, rayonner sur le plan culturel. Le cinéma est un outil de soft power, un outil fabuleux de soft power pour raconter l'histoire, mais pas seulement. Pour raconter aussi ce que sont les Algériens d'aujourd'hui, l'histoire plus contemporaine, créer ses héros. Donc il faut avoir des récits, des narratifs positifs. Donc c'est très important. La culture nous permet de le faire par le cinéma. Donc on peut avoir aussi des figures emblématiques, donc dans le monde de la musique, dans le monde des arts, donc très largement, de l'écriture. On a Yasmina Khadra qui rayonne aujourd'hui à l'échelle internationale. Donc on a des femmes et des hommes qui rayonnent et qui sont d'origine algérienne, qui sont algériens ou qui ont un lien avec l'Algérie. Aujourd'hui, parmi les artistes de la musique, qui, ont le plus grand nombre de streams, vous avez Gigi Snake, vous avez Soul King, donc et ce sont des gens aujourd'hui qui doivent servir aussi de, je dirais, de locomotive pour la jeunesse algérienne. C'est le départ du soft power, ce que je suis en train d'évoquer là. Donc c'est parce que c'est avec des locomotives qu'on arrive à créer le soft power. Maintenant, il faut qu'on l'organise, il faut qu'on l'anime. Donc et ça se fait aussi avec des outils de communication. Donc on voit bien aujourd'hui qu'on a des médias classiques mainstream, donc ceux-là, peut-être qu'on ne peut pas compter réellement dessus, notamment de l'autre côté de la Méditerranée en France, donc mais on a, des médias digitaux. On a, aujourd'hui, énormément de supports, donc à créer, donc pour, faire parler de l'Algérie. Donc et tout ça, ça s'organise. Tout ça, ça nécessite des moyens. Mais l'Algérie est un pays qui n'a pas de problème de moyens. Donc si, la décision politique est prise de dire: «On investit dans le soft power», l'Algérie est un des pays qui peut avoir les plus gros leviers de soft power, sur le continent africain. Alors ça, c'est quasi certain, mais peut-être même au monde. Donc il faut qu'on prenne conscience de ça et c pour moi, c'est une question qui est majeure dans le temps imparti. Ce que je disais tout à l'heure que guerre énergétique, dissuasion militaire, guerre communicationnelle. Et là, on est sur, les leviers du soft power. La guerre communicationnelle, c'est les leviers de soft power. Donc la Corée, qui a beaucoup investi, donc Singapour a beaucoup investi, les États-Unis investissent beaucoup. Donc la Russie investit beaucoup aussi. Donc alors après vous avez un soft power d'influence, je dirais pour déstabiliser, puis vous avez un soft power positif. Bon, je pense que l'Algérie doit rester sur le soft power positif. Donc voilà, parler d'elle, parler de ses ressortissants, parler de ceux, qui font l'Algérie, parler de son histoire, mais parler aussi de l'avenir. Donc voilà, il faut osciller entre les 2. Donc la fierté, de ce que nous sommes, mais aussi notre capacité, à obtenir des victoires, donc à venir, dans l'avenir. Vous, en tant que membre actif de la diaspora algérienne, en France, quel récit collectif vous voudriez voir au niveau des 10 prochaines années? Moi, ce que je veux, c'est qu'on soit capable aujourd'hui de s'appuyer sur notre histoire pour écrire l'avenir. Je veux pas qu'on soit simplement en train de relater l'histoire sans avancer. Relater notre histoire, ça doit nous rendre plus forts aujourd'hui et demain. Plus forts parce qu'il faut aller chercher les ressorts de nos ancêtres pour être forts aujourd'hui et dire aux générations futures qu'il faut qu'elles soient dignes de cet héritage. Nos ancêtres, ils ont fait de l'Algérie un grand pays et je l'ai dit tout à l'heure, Mandela, Che Guevara, donc des grandes figures de la révolution, donc d'Amérique du Sud, mais pas seulement. Tous les pays, l'Irlande du Nord, tous les pays qui étaient en proie à aller chercher du courage, de la dignité, de la fierté, se sont référés à l'Algérie. Je ne sais pas si vous imaginez ces ressorts. Ces ressorts qui permettent à un peuple d'avoir la tête levée, toujours, et d'avancer, et d'avancer. Et je pense que ces ressorts-là, aujourd'hui,
il faut les utiliser pour dire qu'on est fier de nos ancêtres, mais pour dire aussi que cet héritage, on va en faire quelque chose à l'avenir et qu'on n'a pas le droit de se plaindre, qu'on n'a pas le droit de ne pas être parmi les premiers, qu'on n'a pas le droit de ne pas se retrousser les manches. On n'a pas le droit. Quand on est algérien, on entreprend, on va de l'avant. On veut être, je dirais, faire partie des vainqueurs. Et quand je dis ça, encore une fois, c'est sans marcher sur personne. C'est une compétition saine à laquelle on veut participer. De qui est on ne jalouse personne. On ne veut, je dirais, écraser personne. Mais à un moment donné, on veut aussi avoir notre place, pleine et entière. Et ça, je pense que sur le plan de l'éducation, sur le plan de notre comportement, on n'est pas assez à la hauteur de nos ancêtres. On n'est pas assez à la hauteur de nos ancêtres. On n'est pas assez à la hauteur de nos ancêtres. Je pense que nos ancêtres, ils ont fait état d'un courage dans des conditions incroyables, incroyables. Mettons-nous dans la tête, à la place de l'Arbi Ben Mehdi, comment je me serais comporté? À la place de Khim Belkacem, comment je me serais comporté? À la place de Aban Ramdan, comment je me serais comporté? De Bitat, de toutes ces figures emblématiques. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, ce qu'ils ont fait avec, des bouts de ficelle au départ, rien. Ils ont organisé donc, des résistants de l'extérieur, des résistants de l'intérieur, wilaya par wilaya, donc, ils ont convaincu, ils ils ont été arrêtés, emprisonnés, torturés. Quand vous avez des images aujourd'hui de l'Arbi Ben Midi, qui est pour moi une des figures donc, intellectuelle puissante de la révolution algérienne, qui était respecté par les généraux donc qui, l'ont arrêté, par les militaires français. Il dégageait du respect, il dégageait de la dignité, il dégageait de la fierté. Mais si on prend ces caractéristiques-là, on est un grand peuple. On est un grand peuple ensemble, mais on est aussi de grandes femmes et de grands hommes individuellement. Et il faut qu'on élève nos enfants de cette manière-là. Heu, les étudiants, les élèves algériens de cette manière-là, notre diaspora de cette manière-là. Il faut que nous partagions ce lien-là. Donc et on peut faire encore plus. On doit faire encore plus. Quel conseil du coup donneriez-vous pour qu'on puisse aller sur cette évolution-là? Je pense que, encore une fois, il faut travailler sur soi-même. Je pense que quand on est musulman, on sait qu'est-ce que signifie le djihad. Le djihad, c'est pas faire la guerre aux autres, c'est faire la guerre à soi-même pour progresser. Pour être meilleur, pour être plus fort. Je pense que les Algériens doivent travailler leur djihad intérieur, plus fortement, que ce soit les Algériens de l'intérieur, les Algériens de l'extérieur. Je veux dire, on est encore trop, je parle de l'Algérie contemporaine d'aujourd'hui, trop dans la critique, trop dans l'attentisme, on attend tout de l'État, on fait que critiquer, on explique, qu'il y a jamais assez, mais nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous savez, Kennedy disait, aux Américains, «Vous demandez à votre pays, ce qu'il peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays». Mais nous, il faut qu'on prenne la phrase de Kennedy, et qu'on se l'approprie. Qu'est-ce qu'on peut faire nous pour l'Algérie? Le président Tebboune, il donne, je dirais une impulsion, il donne une direction, il donne des orientations, il donne des instructions. Il fait tout ce qu'il peut faire. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire nous? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quoi notre rôle à nous? C'est quoi? C'est d'attendre qu'on fasse à notre place? Et pas du tout. En tant que citoyennes et citoyens, encore une fois, Algériens de l'Algérie ou Algériens de l'extérieur, on a un rôle à jouer. C'est aider un président qui veut que l'Algérie soit une grande puissance. C'est aider un président qui veut que sa diaspora fasse partie intégrante de la communauté nationale. C'est aider un président qui veut faciliter l'investissement, l'entrepreneuriat. Le président, il fait tout ce qu'il peut faire. Mais c'est pas lui qui va créer une entreprise à notre place. C'est pas lui qui va faire en sorte qu'on respecte la voie publique algérienne, qu'on se parle avec respect, qu'on entretienne l'endroit où on vit. C'est pas lui qui va le faire. C'est à nous de le faire. Donc à partir du moment où lui, il donne la direction, soyons à la hauteur de cette direction. Mais posons-nous la question: est-ce qu'on fait tout ce que l'on peut faire? Donc et on doit se poser cette question quotidiennement. Moi, je me la suis posée en tant que membre de la diaspora. Quand je crée le Conseil mondial de la diaspora algérienne, je ne le crée pas pour Karim Zeribi. Moi, alhamdoulilah, tout va bien.
J'ai un peu de notoriété, j'ai une entreprise qui fonctionne, j'ai un parcours qui est plutôt, chanceux, positif dans la vie. Je fais preuve de gratitude, de bienveillance. La vie, elle m'a gâté. Je suis en bonne santé, moi, j'ai été footballeur, conseiller de ministre, président d'entreprise, député européen, élu à Marseille. J'ai une belle vie. Pourquoi je crée le Conseil mondial de la diaspora? J'ai pas besoin de ça pour avoir une vie meilleure. Je le fais parce que j'ai une responsabilité, j'ai un héritage à assumer, j'ai un rôle en tant que franco-algérien. Ce rôle-là, c'est d'avoir impulsé cette idée et d'être disponible quand ceux qui en sont aux responsabilités ont besoin de moi. Mon rôle, c'est ça, c'est d'être là quand on a besoin de moi. Donc, si on est tous comme ça, on est une grande communauté, puissante, incontournable. Il y a des communautés qui sont beaucoup moins nombreuses que nous, qui sont soudées, qui sont unies et qui ont un pouvoir énorme là où elles se trouvent. Vous avez compris de qui je parlais. Donc, et nous, on est 10 fois plus nombreux et on subit. Et on parle de discrimination, de ce qu'on subit. Mais attendez, soyons offensifs, soyons les acteurs de notre destin. Je parle pour la diaspora. Soyons les acteurs de notre destin. Si vous estimez que nous ne sommes pas traités comme nous devrions l'être, si nous ne sommes pas reconnus comme nous devrions l'être, là où nous vivons, en l'occurrence en France, organisez-vous, structurez-vous. Non pas contre la France, mais pour faire en sorte que vous soyez respectés en tant que citoyen français d'origine algérienne. Votez, travaillez ensemble économiquement, aidez-vous, faites-vous la courte échelle, fonctionnez en réseau. D'autres le font. On ne dit pas que ce sont des communautaristes. Il y en a qui font des dîners communautaires, il y a tout le gouvernement qui y va. Donc nous, si le CMDA se réunit, pourquoi le gouvernement ne viendrait pas demain? Pourquoi? Il va chez les autres, pourquoi il ne viendrait pas chez nous? On est contre le deux poids, deux mesures. On est pour l'égalité républicaine. Allons-y, pour l'égalité républicaine, vous allez au dîner du CRIF, venez au dîner du CMDA. Tout à l'heure, vous parlez de figures, comme, Al-Arbi Ben Mahdi. Quelle figure algérienne vous inspire au quotidien? Moi, les figures algériennes qui m'inspirent, en premier lieu, ce sont ceux qui ont permis à l'Algérie d'être un pays, indépendant, libre, souverain. On leur doit tellement cela. On leur doit ce que nous sommes aujourd'hui. Moi, si je respire aujourd'hui, si je suis quelqu'un d'épanoui, d'équilibré, de structuré, c'est parce que je me suis appuyé sur cette histoire qu'on m'a transmise. Ça a été mes référents. Il y a Moi, vous savez, je préfère manger, un bout de pain avec de l'huile d'olive et être digne et fier, plutôt que d'être un opportuniste, traître, qui mange du caviar. Et je pense que c'était leur état d'esprit. Ils ont choisi les difficultés. Vous savez, à l'époque de l'occupation, de la colonisation, un Larbi Ben Midi, il aurait pu être, un coopérant, avec, les colonisateurs. Il n'a pas choisi la voie la plus facile. Il a choisi la dignité, il a choisi la fierté, il a choisi le combat, il a choisi la résistance. Encore une fois, dans des conditions qui étaient extrêmement difficiles. Donc, moi, ces gens-là, je veux dire, ce sont mes exemples. Ce sont mes exemples et en plus qu'ils venaient de toutes les régions d'Algérie. C'est là où je disais: «Moi, je ne peux pas faire état de régionalisme». Ben Midi, c'est plutôt le Constantinois, dès que vous avez des Chaouis, vous avez des Kabyles, vous avez des gens de l'Est, et des gens de l'Ouest, donc il y avait l'organisation de l'extérieur, l'organisation de l'intérieur. Ils étaient méthodiques, ils étaient exigeants intellectuellement, ils avaient une vision. Ah, ils étaient pas d'accord sur tout. On va pas non plus, se raconter d'histoires. Il y avait certainement des tensions parce que c'était des gens tellement forts en leadership, tellement forts en leadership. Ils avaient tellement de charisme, de force, je dirais de puissance intérieure que de temps en temps, certainement qu'il y avait un peu des frottements, peut-être des visions différentes de la manière dont il fallait mener la révolution et tout. Mais le résultat est ce qu'il est, c'est qu'on a obtenu l'indépendance. Et quand vous savez comment on l'a obtenu, en face, il y avait un rouleau compresseur. Ils avaient des milliers d'hommes, du matériel, donc de la puissance, toutes les méthodes, qui bafouent le droit international, la torture, donc les enfumades, je dirais le ils ont projeté des substances par avion pour, inonder des villages, donc c'est une horreur absolue. Ils ont tout utilisé. Mais le fait est, c'est que le résultat, il a été au rendez-vous, avec des pertes civiles, de femmes et d'hommes, évidemment, au nom de cette révolution. Les Chouada, donc on a encore une fois donc ce devoir. Donc oui, l'Arbi Ben Midi, ses compagnons, donc j'ai un grand respect pour eux. Après,
Dans ma jeunesse, je me suis construit aussi sur des modèles qui se rapprochaient de ça, donc plutôt anglo-saxons. Donc moi, j'ai beaucoup aimé Malcolm X dans ma jeunesse. Donc Malcolm X qui luttait contre la ségrégation raciale, aux États-Unis, et qui était musulman. Martin Luther King, donc le pasteur King. Donc c'est des gens qui m'ont donné envie de militer, qui m'ont donné envie de prolonger, intrinsèquement, naturellement, ce que nous sommes, nous, Algériens. Lutte contre l'injustice. Il y a une chose qui définit un Algérien en réalité, c'est le refus de l'injustice, et on est toujours au rendez-vous de la lutte contre l'injustice. Là, ce qu'on fait pour les Palestiniens, donc aux Nations unies avec Ammar Benjama, le diplomate algérien. Qu'est-ce qu'il fait Ammar Benjama? Il est à la table du Conseil de sécurité en tant que membre non permanent depuis 2 ans, ce qui termine son mandat à la fin de l'année. C'est un mandat de 2 ans que l'Algérie, a pris, en plus, quasiment au départ, de la réponse honteuse et disproportionnée, donc de l'État messianique criminel de Netanyahou. Donc il a donné de la voix pendant 2 ans. Donc 15 pays à la table du Conseil de sécurité, 5 qui ont le droit de veto et les 10 autres qui sont là en tant que membres non permanents. Qui a donné de la voix pendant 2 ans? De manière constante, de manière cohérente, avec force, avec conviction, avec dignité. Ammar Benjama, représentant de l'Algérie. Quand vous aviez d'autres pays qui hésitaient, qui vacillaient, qui n'osaient pas, un pas en avant, 2 pas en arrière, qui avaient peur, donc mais si on fait ça, que vont penser les États-Unis? Quelles représailles? L'Algérie ne s'est pas posé de questions, et l'Algérie pourtant entretient de bonnes relations avec les États-Unis, avec la Russie, avec la Chine, avec la Turquie, avec les pays européens. Donc l'Algérie s'est posée en pays fort de principes et a dit, à tous ses partenaires que je viens d'évoquer, États-Unis y compris: «On a les meilleures relations avec vous, on veut les garder, il y a pas de problème, mais ce qui se passe en Palestine est pour nous inacceptable. Donc nous combattrons la colonisation aux côtés des Palestiniens, et nous les soutiendrons». Et où que ce soit dans le monde, cette cause, elle sera défendue par l'Algérie. L'Algérie combattra toujours la colonisation, l'oppression, l'occupation. C'est intrinsèque de l'ADN, donc de cette nation et de ce peuple. Donc et encore une fois, pas avec un esprit guerrier. Je veux que ceux qui nous écoutent comprennent que l'Algérie n'agresse personne, n'a pas pour philosophie d'avoir une armée, une puissance militaire pour occuper qui que ce soit, pour faire état d'ingérence, pour créer de la discorde. Quand un pays en son sein, prenons l'exemple du Mali, qui est un problème actuel, a des factions en interne, qui ne s'entendent pas, l'Algérie ne prend pas parti pour les factions à l'intérieur d'une nation. Elle ne se permet pas. En revanche, elle dit: «Mettez-vous autour de la table, parlez-vous. Vous êtes maliens, vous êtes frères. Donc mettez-vous autour de la table, trouvez un consensus. Ne vous battez pas entre vous». Voilà le rôle de l'Algérie, où que ce soit. C'est-à-dire quand un pays est en crise en interne, l'Algérie ne va pas prendre parti pour, influencer, profiter, d'une partie, supérieure à une autre. Non, elle va toujours proposer qu'il y ait de la cohésion nationale à l'intérieur de la nation en question. Donc c'est la position internationale de l'Algérie. Donc cette position, elle est intangible. On a une grande diplomatie algérienne. Donc et cette diplomatie algérienne, encore une fois, elle est le fait, des fondations, qu'après l'indépendance, de la vision historique, que des fondateurs, et des artisans de la révolution. Donc ils avaient des principes, je dirais philosophiques, politiques, intellectuels puissants. Donc et ils ont fait une nation, encore une fois, qui doit être le prolongement, de leur philosophie. On doit être fidèle. C'est un devoir pour nous tous d'être fidèles. D'ailleurs, quand le président Tebboune prend la parole, parfois, pour expliquer, rappeler, avec, l'autorité qui le caractérise, quels sont les principes de l'Algérie, on est fiers. On est fiers de voir que, voilà, il est dans je dirais la droite ligne, de ce qui fait la constitution de la nation algérienne. Donc il faut qu'on poursuive en ce sens, donc et qu'on continue de construire ce pays qui est jeune, qui est jeune. L'Algérie, elle a 63 ans, donc 63 ans, depuis la fin de la colonisation, j'entends. Parce qu'effectivement, il y avait une Algérie qui existait avant, ça c'est incontestable, mais il y a eu cette parenthèse de 132 ans, donc qui a tout fait pour faire, disparaître, pour mettre à mal, ce que nous sommes, et ça fait 63 ans qu'on a repris notre autonomie, notre indépendance, notre souveraineté. C'est jeune, donc à la fois on aimerait que ça aille plus vite,
en termes de développement, mais à la fois, il faut qu'on soit conscient que c'est pas avec une baguette magique qu'on construit une nation de 50 millions d'habitants. Je veux dire, c'est pas le Qatar. J'ai parlé du Qatar tout à l'heure. 300 000 Qataris, ça se gère pas comme 50 millions d'habitants. Donc, avec une jeunesse très importante, donc à laquelle il faut donner un avenir, et qui doit s'impliquer, qui doit pas tout attendre, qui doit pas penser qu'on va vivre de subventions, donc, et je dirais des bénéfices, donc de nos ressources naturelles. Non, non. Les jeunes, donc vous devez prendre votre destin en main, vous devez être les artisans, les acteurs de la politique que, les autorités algériennes, le président Tebboune ont mis en place. Donc, chacun doit apporter, sa pierre à l'édifice de la construction, toujours encore, de la nation algérienne. Merci monsieur Derivi. Merci à vous.